Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous exposer ma présentation sur l'annotation processing. C'est comme son premier amour, enfin, façon de parler, hein. Juste un talk sans question, c'est pas un vrai talk. Qui c'est qui fait du Java ici? Ah oui, il n'y en a pas beaucoup. Et à propos du premier amour, je vous posais une autre question, vous avez le droit de mentir, mais qui a déjà eu une première relation amoureuse dans sa vie? Hein, hein. Voilà, on voit qu'on a un informatique, hein. Donc du coup, pour démarrer, petite présentation. Moi, je m'appelle Yoni Tabling, je suis développeur Java depuis 6 ans maintenant. Je travaille chez Perth avant que Perth n'existe. Si vous voulez en discuter plus tard, on pourra. Ça, c'est instant promo. Je suis fiancé, j'ai 2 chats. Ma fiancée Faustine qui est au premier rang, qui est commerciale, donc c'est vraiment du pur plaisir pour elle. Un fier sympathisant de la bière et c'est ma première présentation en public. Ça, c'est un secret qu'on gardera entre nous. Et j'aurais dû faire cette presse en avril. Et du coup, petite update, je serai futur papa en décembre, car madame est enceinte. Merci. Donc on va commencer par un petit peu d'historique. Java, c'est maintenant un langage qui est assez ancien. Donc ça, c'est une photo de moi au moment de la première présentation de Java. Donc c'était à ma naissance. Donc ça remonte quand même il y a 29 ans. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sortie de la version 1.6. Donc c'est l'Annotation Processor. Et là, on me voit à 11 ans en train de sûrement jouer à un jeu fourni avec le Packard Bell de l'époque. Et aujourd'hui, on est en 2024. C'est là où je fais mon premier Annotation Processor. Pour les plus anciens, il faut savoir que la sortie de la première présentation, c'est 2 semaines après l'élection de Jacques Chirac. Donc ça remonte quand même. Et en 2006, c'est le jour où Zidane a mis un coup de boule à Materazzi, pour ceux qui s'en souviennent. Donc techniquement, à quoi ça sert? Les annotation processors, on en voit un peu partout, parce que c'est quelque chose qui est très utilisé. Principalement, on le voit, c'est dans le développement de framework. Donc Spring Boot va donner beaucoup d'annotations, et après les processeurs qui permettent de, par exemple, les composants, de les charger automatiquement, avoir les annotation processors pour, euh, pour tout ça. Validation à compilation, c'est moins connu, c'est Checker Framework qui permet, par exemple, dans notre bête noire de Java, les null pointer exception, de pouvoir, avant la compilation, mettre du null safety et être sûr qu'on va pas avoir de surprise quand le programme va tourner. Ce qui nous intéresse un peu plus aujourd'hui, c'est la génération de code. MapStruct est une librairie qui permet de faire du mapping entre différents POJO. Au lieu de le faire à la main, ça génère du code pour nous. Et pour ceux qui connaissent, le Homebox, c'est un peu plus spécial. C'est pas vraiment de l'annotation processor, c'est un langage qui va manipuler l'abstract syntax tree, qui est la représentation en JSON de notre code source que quasiment tous les langages font. Parce que du coup, c'est à partir de ça que derrière, on peut compiler notre code. Donc à quoi ça ressemble? C'est plutôt simple. On se retrouve avec une version sur laquelle on va pouvoir supporter. On a un autoservice qui permettra juste de charger automatiquement le processeur. Et la classe dont laquelle on hérite nous donne 3 méthodes. L'initialisation, c'est pour initialiser, ça tout le monde le sait. Le process, ça sert à process. Et le get supported annotation types, c'est pour savoir quand cette annotation quand ce processeur va s'appliquer. Donc un peu de contexte, pourquoi je suis arrivé à me dire je vais faire un annotation processor. Donc chez Perth, on utilise beaucoup PubSub, qui est le système de messaging de chez GCP. Et en fait, je me suis rendu compte que on faisait quand même tout le temps la même chose sur nos différents projets à chaque fois qu'on s'en servait. C'est-à-dire on copiait des fichiers. Donc on a un PubSub utility, un PubSub config qui sert juste à pouvoir soit envoyer des messages, etc. ou même la configuration pour pouvoir la charger. Et ce qui nous intéresse, c'est surtout les fichiers à créer. On a un receiver. Ici, on voit, c'est directement c'est du vrai code qui vient de chez nous. Et on voit qu'on reçoit le message. C'est un système de Kafka. On lit le message, on le processe. Et en fait, cette partie-là, ce sera la seule qui sera variable. Le reste, c'est un publisher. On va publier un message pour un certain POJO. Et le dernier, c'est le starter, qui sert juste à lancer le subscriber et qui puisse écouter les messages en continu. Donc en fait, au final, on fait tout le temps la même chose. Les seules choses qui vont changer, c'est l'objet qui est utilisé dans les messages. Et la partie où on reçoit le message, c'est faire le traitement. Donc je me suis dit, bah, ça ressemble quand même vachement à un truc où il suffirait à la génération que ce soit toujours généré et on n'aurait plus de problème. Donc coup d'œil très rapide sur la partie génération de code.
Le principe en Java, c'est qu'on fonctionne en round. Donc on va partir d'abord de nos fichiers sources. Tous les fichiers sources sont passés en état de process. On imagine ici qu'on a un annotation processor qui va générer un fichier. Donc on a un nouveau fichier source qui apparaît. Au second round, les process passent en done. On a à nouveau un fichier source, process, done, génération finie. Donc c'est vraiment très très basique. Donc là, on va passer sur la partie ma première fois avec cette techno. Et du coup, on passe en mode démo. Hop. Donc là, on a au tout départ, on essaye cette technologie et moi d'apprendre à se connaître, de séduire un petit peu. Alors, je regarde mes premiers tutos et je vois que j'ai juste à faire un processeur. Donc je récupère mon autoservice, qui est une dépendance de Google pour automatiquement le faire charger. Je veux juste afficher un message. Même dans mon process, je ne fais rien. Donc, annotation processor dit annotation. J'ai mon annotation. J'ai ma classe Faustine à qui je veux dire bonjour. Et donc là, on se dit, je vais lancer la compilation. Et il ne se passe absolument rien. Et en fait, c'est la première difficulté que j'ai eue à essayer de comprendre, c'est que on est en train de faire un projet pour faire un annotation processor qui doit être compilé pour pouvoir faire de l'annotation processor. Sauf que du coup, le projet aurait besoin de lui-même, et donc en fait, ça va pas du tout. On peut pas, on est obligé du coup de passer sur du multimodule. La partie multimodule, cette fois-ci, on voit bien, j'ai mon dossier application dans lequel je retrouve ma classe Faustine et mon application en Spring, et j'ai mon annotation processor qui ici écrit un message et un petit bout de code en plus. Cette fois-ci, si je le lance, on a bien eu ici la note qui correspond à la note que j'ai mis ici, pour dire qu'il s'est initialisé. Mais le souci, c'est que j'ai pas eu ce bout de code là. Donc là, on se dit, je vais vouloir débugger. On a notre habitude, on lance notre appli et on lance en debug. Sauf que là, l'appli, elle a démarré. Parce que là, on est dans un cas particulier où ce qu'on veut débugger, c'est pas notre application, c'est la façon dont le code est généré avant. Donc là, on doit rentrer dans la partie où il faut débugger le compilateur. Ça, c'est le premier truc où on prend une plombe, on n'arrive pas à trouver d'informations là-dessus, parce qu'en fait, c'est quelque chose que seuls les esprits déviants aiment bien les travailler. Donc j'ai fait un petit makefile juste pour que ce soit plus simple. Le principe, c'est que je vais clean le tout pour éviter que Gradle ne se lance pas quand c'est toujours à jour. Je lance ma compilation et je lance en mode debug avec je demande à avoir un nouveau démon à chaque fois. Donc là, j'ai mon point. Hop. Donc là, on le lance. Donc comme d'hab, c'est une JVM, enfin c'est un remote debugger sur le port 5005 comme d'habitude. Et là, on commence à discuter. C'est là où on est dans la phase où on ne se comprenait pas trop, mais j'ai un moyen de pouvoir discuter avec cette techno pour essayer de la séduire. Donc là, tout de suite, je peux utiliser mon évaluateur, je peux regarder ce qui se passe. Hop. Là, j'ai un false, parce qu'en fait, c'est pas du JavaScript. Donc, essayer de comparer une classe avec une string, chez nous, ça marchera jamais. Donc, on se dit, je vais essayer d'aller farfouiller un peu. Et là, on peut essayer de trouver... On va essayer de nous mettre ça. Mais tout de suite, si je prends ça, donc ce cast avant, je vais avoir un class noteDef ici. Ça, c'est la seconde difficulté, c'est que en Java, on a des classes qu'on utilise au runtime et des classes qu'on utilise à la compilation. Et là, en fait, je suis face à des classes qui sont à la compilation, qui du coup seront jamais dispo après. J'ai eu un premier moment où j'ai essayé de voir comment l'intégrer, et j'ai Thomas, mon chef, qui a fait une drôle de tête, et je me suis dit, je n'étais pas du tout parti dans le bon sens. Et donc du coup, ça, c'est la deuxième difficulté. Il faut faire attention à un genre de piège où on peut se retrouver très vite avec des classes du compilateur, où ça ne va pas fonctionner. Donc c'est la deuxième difficulté. Et au final, il suffit juste... Hop. Il suffit juste d'avoir ça. Je vais quand même tester parce qu'on ne sait jamais. Hop. Là, on sait que ce sera bon. Donc cette fois-ci, je peux fermer, je peux relancer. On a lancé 3. Excusez-moi. Ouais, je suis... Ouf. En plus, j'avais le debugger qui tournait en même temps. Donc là, on peut y aller. Hop.
Et du coup, j'ai perdu mon build. J'avais mis quoi? Tout. Build up. Et donc là, cette fois-ci, on a bien eu l'initialisation et on a eu la note dans le build. Donc ça, c'est bien, c'est intéressant, mais là, j'ai juste rajouté du texte dans un compilateur. Donc, en vrai, sur une step de build, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir créer un fichier. Donc c'est là on va commencer à avoir un peu plus de choses intéressantes. Donc le principe, c'est que depuis tout à l'heure, on faisait très simple, où on n'avait pas trop de process. Et donc cette fois-ci, là, j'ai une méthode process element. Et là, on va aborder une librairie qui est utilisée pour générer du code en Java, c'est Java Poet. Ça tombe bien quand on essaie de se dire, ça peut faire des poèmes, c'est cool. Donc le principe, c'est que il faut, nous, on est très carré, tout est des objets, tout est des classes. Et donc le principe, c'est qu'on va d'abord créer une classe. Donc c'est un class builder. Je vais l'appeler hello. Je récupère le nom de la classe sur lequel je suis en train de traiter. Je lui rajoute le modifier public. Je lui mets un composant. Comme ça, elle sera chargée automatiquement. Comme c'est un application runner, il a besoin de cette méthode run. Donc du coup, on va aussi faire la méthode run. Hop. On récupère. Super, ça marche super ça. Donc je fais ma méthode run, je la mets publique, j'ai mes arguments, etc. C'est super. Dans mon class builder, je vais pouvoir lui rajouter cette méthode cette fois-ci. Et je vais pouvoir du coup ensuite générer le fichier en prenant ce class builder et en faisant un point build. Donc là, comme je dois générer du code, je vais lancer directement l'application. Donc elle va recompiler, et là j'ai tout de suite une erreur. C'est la partie un peu difficile sur ce genre de truc, c'est qu'à chaque fois qu'on veut tester, il faut recompiler. On n'a pas d'habitude, quand on développe en Java, il va tout de suite nous dire là, tu as un problème. Et en fait, là, c'est à la compilation, on peut en créer. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on peut aller regarder cette classe ici qui a été générée. Et en fait, j'essaie d'utiliser un logger, mais j'ai pas fait l'importation de la librairie. Donc là, je vois que je corrige mon problème. Donc je peux retourner et rajouter une annotation au final. C'est juste, hop, slf org. Ça revient juste à rajouter une ligne. Cette fois-ci, on peut lancer. Donc on a bien l'application qui s'est lancée. Et on a le message, parce que cette classe, comme elle est dans le même package, c'est une classe qui sera chargée automatiquement. Donc là, c'est bien, on a eu notre premier bisou. C'est la première fois qu'on a réussi à générer du texte, générer une classe qui fonctionne. Donc c'est quand même vachement pratique. Et l'avantage, surtout le pouvoir des annotations, c'est la répétabilité. Donc si je prends un autre projet, là j'ai ma Faustine, si je la lance, mon application, j'ai toujours mon Hello Faustine. Donc je me dis, est-ce que quelqu'un a un prénom de fille que je pourrais écrire? Pas tous en même temps, hein. Janine! Janine, c'est pas mal ça. Donc je prends Janine, et je veux lui dire bonjour, et cette fois-ci je peux lancer. Par contre, c'est marqué bye bye Janine. Faustine n'apprécie pas cette Janine, elle lui demande de partir. Ah, je vais vérifier un truc quand même. Bah ouais, dans ma méthode, j'ai process element si c'est Faustine, sinon c'est special process. Et c'est Faustine. Oh. Bon, apparemment, je pense que l'histoire de premier amour, ça n'a pas forcément plu à ma fiancée, donc on va passer à autre chose. Là, on va partir sur l'exemple, cette fois-ci, c'est plus poussé. Et c'est directement l'application on lui a donné le nom de Hermès qui sert à faire du messaging. Et juste ce qu'on a à voir, c'est un record qui sera du coup qui va représenter notre message. Le consommateur qui est la partie variable. Donc là, cette fois-ci, juste je lui renvoie l'objet et je vais mettre un petit info pour dire que j'ai consommé le message. Et toute la partie du code qu'on avait avant, ce que j'avais montré dans les screens, elle est représentée juste par ce @hermes et le fait qu'il est temps de publisher et de subscriber. Et automatiquement, ce qui va se passer, c'est que derrière, on se retrouve avec des classes complètes. Je retrouve ma configuration qui va me permettre, qui va pointer sur hermes.user, qui donc de notre côté nous servira juste à mettre en propriété Hermes user et mettre les topics.
Donc automatiquement, si ça avait été une chaise, ce serait marqué chaise à la place. On aura le publisher qui enverra les messages. On aura le subscriber pour lire les messages qui va, via Spring, avec l'injection de dépendance, récupérer notre consommateur. Et on a le runner qui permet de lancer le tout. Et donc au final, si là on lance notre application. Ah, ma bad. Je vais changer de port, hop. Et donc là, j'ai bien eu le message qui a été envoyé, le message qui a été consommé. C'est sur un PubSub qui tourne en local. Hop, je reprends la présentation. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est est-ce que ça vaut le coup? Parce que là, quand même, ça fait beaucoup de développement. Si après, il y a des curieux, je pourrais montrer le code source, mais c'est un peu spaghetti et c'est un peu long. On va dire qu'en termes de difficulté, on est sur un 5 sur 10. C'est un peu, c'est pas commun, c'est un peu spécial, mais c'est plutôt intéressant. Et c'est juste, c'est un peu difficile à trouver des infos, et c'est pour ça que même l'accessibilité, on est plus sur du 2 sur 10, parce que ça date d'il y a des années et des années. Les gens, ils en font quasiment pas. Et ceux qui en font, souvent, c'est un niveau beaucoup plus fort sur les librairies qu'on peut trouver sur Internet. Et même, par exemple, suivre un tuto, en général, ça fonctionne pas parce que il y a un système de multimodules qu'on peut avoir des soucis. Rentabilité 1 sur 10, parce qu'on ne va pas mettre 0. En gros, j'ai dû passer une trentaine d'heures à essayer de comprendre comment ça fonctionne et lancer le truc pour éviter 10 minutes de copier-coller. Donc on va dire qu'en termes de société, heureusement que je l'ai fait sur mon temps libre, parce que, enfin, en partie. Et par contre, en amusement, comme j'avais dit, esprit déviant, les trucs compliqués que personne ne veut faire, ça, moi personnellement, j'ai adoré. Et c'est tout pour moi. Merci. Et si vous avez des questions sur ce truc chelou, vous avez le droit, hein. Hmm. Ouais. Ouais, et faut s'accrocher, quoi. Ah, tu veux que je répète la question? Mettre le nez dans l'homebug, voir, parce que j'ai dit que c'était légèrement différent, c'est costaud, hein. Parce qu'en fait, à partir avant l'analyse syntaxique, donc du coup des fichiers, tout est transformé en JSON. Et c'est les fichiers JSON qui sont créés. C'est par exemple, ils vont te dire j'ai le nom de la classe qui commence au caractère 17, qui finit au caractère 32, qui représente l'élément. Et en fait, après, tu es dans une classe et les méthodes, ça va être pareil, ça va être en dessous. Mais pour les méthodes, du coup, tu vas avoir deux branches si tu as deux paramètres. Plus après, tu as la sortie. Et en fait, eux, ils vont manipuler directement cet arbre-là. Et pour avoir été voir un peu le code qu'il y a dedans, faut être un sacré barbu, quoi. Là, non, bah non, parce qu'en fait, moi, je fais de la génération de fichiers. Donc Java Poet permet de générer un fichier et derrière, les autres traitements se lancent. Et eux, vraiment, ils vont. En fait, c'est pratiquement que de la manipulation de JSON node, etc. Eux, c'est vraiment il y a déjà eu la partie conversion qui a été faite. Donc le code source a été transformé. Et la génération, c'est un chouïa. De rien. C'est quoi la grosse différence avec une interface? La différence avec de l'interface, c'est que en soi, tu pourrais le faire quasiment avec des interfaces. C'est juste que là, tu vas carrément avoir tes fichiers des classes implémentées qui vont être directement créés. J'utilise des interfaces hein, dedans. Et les interfaces, après, elles permettent de faire des injections de dépendance dans le code via Spring Boot. Mais sinon, je vais créer des classes quasiment. Enfin, en plus, elles sont finales, donc je ne ferai pas d'héritage dessus. Et c'est juste après, les interfaces sont utilisées pour injecter. All good. Mais c'est bon.